la voici venue tout de même, cette débâcle qui était véritablement inscrite depuis le début de cette politique extérieure furieuse, insensée et monstrueuse. En traversant l'Allemagne à toute vitesse et incognito, Napoléon, avec une grande préoccupation, il ne faut pas que les Parisiens sachent ce qui est arrivé de la Grande Armée, c'est-à-dire sa disparition, avant que je sois là. Si bien qu'il va calculer de ne pas envoyer de courrier avant qu'il soit tout près de Paris, et il va envoyer un dernier bulletin qui arrivera la veille de son arrivée personnelle, dans lequel il y a l'aveu des revers, et cette phrase finale, « La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure. À la bonne vôtre, les pontonniers de la Berzina et les martyrs devenus fous de la retraite de Russie. » La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure, ça signifie quelque chose de très précis. Ça veut dire, attention, j'arrive, je suis là avec mon fouet. Ben, il n'a pas encore besoin d'utiliser son fouet parce que les notables, c'est-à-dire ceux qui le soutiennent, ont toujours recours à lui pour se protéger contre un danger de la plèbe. Et le Sénat va déclarer tout de suite, la fidélité à l'empereur est un devoir sacré. Il est le palladium de la sûreté. C'est toujours l'obsession de ces gens. Les politiques extérieures ne les intéressent que dans la mesure où la politique intérieure serait menacée et où les pauvres, les misérables bougeraient. Du reste, Napoléon avait devant le Sénat prononcé des mots choisis, des mots qu'il fallait. Mes premières pensées, vous entendez bien, mes premières pensées sont pour la politique intérieure. Donc soyez tranquilles. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ben, il se passe le soulèvement national. Vous savez ce que les Allemands appelleront le Befreiungskrieg, c'est-à-dire la guerre de libération. Cette guerre de libération comporte une levée en masse. Et savez-vous que les souverains allemands, les souverains d'Autriche et de Prusse, ne sont pas rassurés devant cette levée en masse? Ils se disent, il y a là des gens qui vont essayer de profiter de cette levée nationale pour nous imposer une politique plus libérale. Ils en sont terrifiés. Un homme comme Benjamin Constant, qui a épousé une Allemande, qui s'est réfugié en Allemagne, lui aussi est terrifié. Dans sa correspondance, j'ai trouvé un mot que voici, qui est assez curieux, à propos précisément de cette levée en masse contre l'envahisseur français. Il dit, ça me fait penser à un dompteur qui se croirait très intelligent, parce que le lion s'étant échappé, il ouvre la cage du tigre. Le tigre, pour Benjamin Constant, comme pour tous les notables, le tigre, c'est les pauvres. Il le sait, Napoléon. Il sait très bien qu'il y a un danger pour les souverains dans cette levée en masse. Alors il va essayer de jouer là-dessus. Et il va dire à Molien, le trésorier, comme vous savez, j'ai rendu à tous les souverains le service de leur apprendre à contenir l'esprit du siècle. Ils ne se préparent pas une petite affaire en cherchant à soulever leur peuple contre moi. Ne croyez pas que le roi de Prusse cherchait à soulever. Frédéric Guillaume était plutôt inquiet, mais il y avait un tel mouvement qu'il ne pouvait pas l'arrêter. À Roederer, il va dire le 12 novembre 1813, ce sont les idées de la Révolution qui fermentent. Eh bien, ça va être du propre. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter? Il va jeter le masque. Pendant un certain nombre d'années, il avait été, vous savez, le César tricolore, qui, soi-disant, continuait la Révolution française, qui apportait la liberté, enfin, drôle de liberté à l'Europe. Et maintenant, Napoléon va proposer une alliance aux souverains de l'Europe, contre leur peuple. On nous dit assez souvent dans l'histoire que la fameuse Sainte Alliance, c'est une invention de la Restauration. Ça s'est passé après 1815, quand les souverains, Louis XVIII et tous les autres, se sont rassemblés contre leur peuple. Mais on ne dit jamais, c'est capital de le savoir, que c'est Napoléon qui, le premier, a proposé une Sainte Alliance, y compris lui-même, bien sûr, il est du consortium, Sainte Alliance des souverains contre les peuples. Et dans sa proclamation de mars 1813, il va dire « L'empereur en appelle à ses armes toujours victorieuses », ça c'est joli de parler d'armes toujours victorieuses après la retraite de Russie, pour confondre ses ennemis et sauver l'Europe civilisée et ses souverains de l'anarchie qui les menace. Alors la première réconciliation qu'il va tenter, parce que c'est pas tellement sûr que les souverains vont écouter sa proposition, c'est de se réconcilier avec le pape. C'est un souverain aussi, le pape. Et s'il peut être de nouveau bien avec le pape, ça peut être utile. Il avait fait venir depuis le début de l'année 1812 de Savone, dans cette belle propriété qu'on avait mise à sa disposition, où il était, comme vous savez, le pape martyr. On l'avait fait venir à Fontainebleau, où il était également très bien traité. Le 29 décembre, il est arrivé le 18 décembre, Napoléon. Et bien, le 29, il envoie une lettre, comment dirais-je, effusive à sa sainteté, pour lui dire qu'il lui porte une grande tendresse, enfin, qu'il voudrait le voir. Et il va venir s'entretenir avec lui à Fontainebleau. Ces entretiens vont durer plusieurs jours, seront gentils, seront faciles. Seulement en 1814, parmi l'énormité des pamphlets qui va surgir contre Napoléon, il y en aura un qui s'appelle « Recueil de faits et anecdotes anonymes par un Corse ». Je ne sais pas qui c'est même pas Pozzo di Borgo, 1814, qui dira qu'il s'est passé là à Fontainebleau entre Napoléon et le pape des scènes épouvantables, que Napoléon a fini par prendre le pape aux cheveux et l'a traîné par terre, que le pape lui avait dit commediante, tragediante. Tout ça, c'est une pure blague. Vigny s'en est servi, vous savez bien ce qu'il en a fait, et Chateaubriand, à ce propos, sans évoquer par politesse le nom de Vigny, dit que c'est une de ces inventions de mélodrame avec lesquelles nos fabricants de fables composent aujourd'hui l'histoire vraie.
Non, en réalité, ça c'est même très bien arrangé, puisque le 13 février 1813, le pape va accepter une sorte de nouveau concordat sur la base que voici. Il va dire, ben voilà, c'est entendu, c'est vous, naturellement, l'empereur, qui nommez les évêques. Je réfléchirai sur chaque nomination, et si je ne me suis pas décidé, à donner l'institution canonique au bout de 6 mois, eh ben, j'accepterai que ce soit le métropolitain, c'est-à-dire l'évêque, ou l'archevêque plutôt, qui donne cette institution. Par conséquent, c'était un recul assez sérieux du pape. Napoléon se frotte les mains, il fait publier ça au Moniteur, il annonce que tout est réglé entre le pape et lui, c'était le 13 février, mais le 24 mars, sa sainteté va se raviser pour des raisons que nous allons voir. Puis maintenant, il faut faire des levées d'hommes. Il est évident qu'ayant perdu 400 000 hommes de la grande armée, il faut qu'il en trouve d'autres. Alors il n'ira pas de main morte. Senatus Consulte, réclamé par lui depuis la Russie, le 1er septembre 1812, levée de la classe 13 tout de suite, et le contingent est porté à, en 1800, les contingents étaient de 30 000, puis il avait fait porter le contingent à 60 000, maintenant le contingent est porté de 80 000 à 140 000 hommes. Le 11 janvier 1813, levé tout de suite de la classe 14, par anticipation. Nous sommes en janvier 13 et il lève la classe 14. Et il n'en demande pas 140 000, il en demande 150 000 de soldats de la classe 14. Récupération d'exemptés. Vous savez, les malins se faisaient exempter pour des raisons de santé. Enfin, on payait le docteur et ça s'arrangeait. Eh bien, tous les exemptés vont être récupérés, enfin, vont passer devant les commissions. Et surtout, il va s'en prendre aux remplacés. Ça, c'était très grave. Les remplacés, c'était des gens riches, vous savez. Alors, tout à coup, ces types qui avaient payé, quelquefois très cher, jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 francs pour acheter un paysan qui allait se battre à la place du fils du châtelain, il ne veut plus en entendre parler, on ne remboursera pas du tout les sommes qu'ils ont versées pour les remplacements, mais on appellera les remplacés eux-mêmes. Plus 10 000 hommes, 100 000 hommes, je me trompe, de la garde nationale qui vont être versés dans l'active. Ça ne suffit pas. Le 3 avril, la classe 14, qui est déjà mobilisée pour 150 000 hommes, doit en fournir de toutes les manières, en prenant aussi des remplacés, 90 000 hommes de plus. Et comme les hommes mariés ne sont toujours pas appelés, c'est très intéressant de regarder la statistique des mariages. Entre 1812 et 1813, c'est une passion de se marier en France. Il y avait eu 220 000 mariages en 1812, 387 000 en 1813. Ça n'empêche que les insoumissions, enfin les réfractaires, sont énormes. Voici des chiffres. En 1808, le rapport du sénateur Lacué, il y a environ actuellement en France 370 000 réfractaires qui sont cachés dans des maquis, enfin dans les montagnes. En 1809, Lannes signalait déjà que dans plusieurs départements, la troupe devait être mobilisée pour essayer d'attraper les réfractaires. En 1812 et 1813, on va envoyer des colonnes mobiles qui vont poursuivre ces garçons qui se réfugient dans la montagne, et on va mettre des garnisaires dans la maison. Par exemple, il y a une maison où le fils était mobilisé et n'a pas rejoint, une maison de paysans. Eh bien, on impose là la présence d'un sous-officier et 4 hommes qui vont être nourris à tel prix, il faudra dépenser tant par jour et encore leur remettre de l'argent de poche. Par conséquent, c'est la ruine des paysans tant que le fils qui est caché dans la montagne ne rentrera pas. Néanmoins, le nombre des réfractaires ne cesse de croître en 1813 et il y en a un dont le nom est parvenu jusqu'à nous. Il s'appelait Jean-Baptiste Vianney et c'était le futur curé d'Ars. C'était quelqu'un qui n'avait pas voulu aller se battre. Le 17 mars 1813, voilà le premier tintement du glas. La Prusse déclare la guerre. C'est le premier gouvernement qui se dresse maintenant contre l'empereur. L'Autriche, qu'est-ce qu'elle va faire? L'Autriche, c'est le beau-père. Et Napoléon se persuade que c'est pas concevable. Enfin, il va peut-être même attaquer sa fille qui est maintenant impératrice. C'est bien naïf de le croire, mais l'Autriche est encore prudente. L'Autriche parle simplement de médiation, parce qu'elle a besoin de se refaire, elle a besoin de nouvelles troupes, et on va faire lanterner Napoléon pendant un certain nombre de mois jusqu'à ce qu'on soit assez fort pour l'attaquer. Lui se précipite naturellement contre les Prussiens qui l'ont attaqué, c'est le mois de mai 1813, c'est très brillant de nouveau, c'est Lutzen, c'est Bautzen, il reprend Dresde, mais il y a une grosse difficulté pour lui, il ne peut pas exploiter ses victoires faute de cavalerie. Toute la cavalerie française avait été pratiquement détruite pendant la campagne de Russie. Et il fallait des cavaliers. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer quelque chose qui ne réussira pas. Il voudrait essayer d'inviter les grandes familles françaises, enfin les châtelains, à persuader leurs fils d'entrer dans ce qu'il appelle maintenant sa garde d'honneur. Il pensait que ça les excitait, ça s'appelait garde d'honneur. Mais à la condition que chacun de ces beaux jeunes gens, ces beaux messieurs, amène son cheval avec lui. Il charge ses préfets de faire une propagande autour des châtelains. Ça ne marche pas, ce sera une valse de préfets, tellement il est furieux de voir que ça n'a pas pris. Et puis on va acheter des chevaux aux paysans. On va le racheter jusqu'à 400 francs. Il faut multiplier ça par 4, je voulais dire. Enfin, 400 $, si vous voulez, le cheval. Mais entre un cheval de trait et un cheval de labour, quoi, et un cheval de selle, il y a de la différence.
Alors il n'y a pas moyen, même avec les chevaux qu'on lui envoie après Dresde, d'exploiter comme il l'aurait voulu cette victoire. Si bien que le 4 juin 1813, Napoléon va accepter un armistice que l'Autriche a provoqué, suscité, qu'on appellera l'armistice de Pleiswitz. Il sait très bien qu'il a tort d'accepter cet armistice. Parce qu'avec la force armée qu'il a encore sous les armes, sous les mains, et un unique opposant, qui est jusqu'à présent la Prusse, l'Autriche n'a pas encore bougé, il pourrait réduire de nouveau les Prussiens et peut-être traverser la Prusse et réattaquer la Russie. Mais il n'y a pas moyen, faute de cavalerie. Alors il faut qu'il attende pour recevoir lui-même des renforts. Et les autres, les Autrichiens, les Russes, les Prussiens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent voir si enfin l'Angleterre va se décider. On n'y pense non plus pas assez souvent à ce problème. C'est toute guerre, vous savez, c'est un problème d'argent. Eh bien, les Anglais sont sollicités depuis des années par les coalisés européens pour qu'ils financent. Ils n'ont pas encore très envie. Le 14 juin, l'armistice est du 4. Le 14 juin 1813, les Anglais se décident. Et pour de bon, 2 millions de livres sterling qui proposent, qui promettent, qui vont verser, qui vont commencer à verser à la coalition. Et pendant qu'il y a cet armistice à l'intérieur de l'Europe, au centre de l'Europe, il se passe des choses en Espagne. En Espagne, vous savez que ça allait de plus en plus mal, que les généraux s'entre-dévoraient les uns les autres, qu'il y avait la guérilla partout, que les Anglais avaient maintenant un corps expéditionnaire solide, avec Wellesley qui va devenir maintenant Lord Wellington, et Wellington est arrivé le 21 juin à écraser totalement les troupes françaises d'Espagne à Victoria, si bien que le 2 juillet 1813, les derniers soldats français repassent la Bidassoa. Ça va être maintenant la deuxième campagne. L'Autriche s'est résolue, on s'y attendait bien, le 12 août, à prendre également l'offensive. Alors, seconde campagne de 1813, ça commencera par un assaut que les Austro-Prussiens vont lancer contre Dresde. Ça va durer 3 jours, il y aura beaucoup de tués naturellement, mais enfin, les troupes de Napoléon tiennent bon. Il pourrait de nouveau foncer sur ses adversaires qu'il a repoussés. Pas moyen, faute de cavalerie. J'ajoute un détail qui est récent, il est de 1959. C'est quand on a publié enfin les cahiers assez mystérieux de Bertrand, vous savez, qui étaient rédigés dans un style tellement elliptique qu'on ne comprenait pas, mais en 59 on les a. Et bien à propos de Dresde, Bonaparte a dit, enfin Napoléon a dit, oui, j'aurais pu continuer, mais j'étais malade. Et il donne un détail, à Bertrand, il dit, j'étais malade d'une indigestion de gigot à l'ail, il n'y avait pas moyen. Alors c'est le 27 août qu'on a fini par gagner le petit combat, le gros combat de Dresde, mais le 30 août, donc ça fait 3 jours plus tard, le 30 août, catastrophe, le général Vandamme est cerné à Ulm. À Ulm, là où en 1805 on avait obtenu ce triomphe, ben c'est l'inverse maintenant, c'est plus les Autrichiens qui sont encerclés, c'est les Français qui sont encerclés et qui se rendent. Ça c'est le temps. Grande bataille, terrible bataille de Leipzig qui durera 3 jours, du 16 au 18 octobre 1813. Au milieu de la bataille, le corps saxon va déserter. Vous comprenez bien qu'ils n'avaient pas envie de se battre contre leurs frères, se battre pour l'oppresseur. Alors ils désertent, la bataille est une bataille perdue, et c'est là qu'il faut que je vous donne un chiffre à nouveau. La dernière fois que j'ai parlé de bataille, je m'étais trompé sur le chiffre de Wagram. Les voici, vous allez voir la progression. Austerlitz, 25 000 tués. Eylau, 50 000 tués. Wagram, 55 000 tués. Borodino, la Moscova, le 7 septembre, 80 000 tués. Et j'avais dit 80 000 pour Wagram, c'est là où était mon erreur. Et c'est à Leipzig, en octobre 1813, que Napoléon va atteindre sa cime, enfin son apogée, son record des records. 100 000 hommes sont tombés ce jour-là. N'empêche qu'il a été battu, n'empêche qu'il est obligé de refluer sur le Rhin, n'empêche que le malheureux Jérôme, le roi de Westphalie, est obligé de s'enfuir à toute vitesse. Le 2 novembre 1813, les troupes françaises ont repassé le Rhin. Et pour la première fois depuis 1793, le sol national, le sol français est envahi parce que les Anglais, au mois d'octobre, ont franchi la Bidassoa, entrent dans les Landes. Jamais on n'avait vu ça, c'est le résultat final de ce qu'avait apporté Napoléon à la France, l'invasion du territoire. Alors le voilà qui va essayer de faire face quand même. Il va essayer de faire face alors que tout pourrait être sauvé. Alors que les coalisés à Francfort, le 4 décembre, ont fait une proposition que voici. Nous ne faisons pas la guerre à la France, mais à Napoléon Bonaparte. Les puissances garantissent à la France une étendue de territoire supérieure même à ce qu'elle était en 1789. Pas mal d'historiens disent c'est une supercherie, c'est pas vrai, enfin, c'est une distinction entre la France et son gouvernement qui était fallacieuse. Et je sais bien pourquoi ils disent ça, parce que ça va être repris, cette astuce, ça va être repris en 1870 par Guillaume et par Bismarck. Ils vont dire l'un et l'autre, nous ne faisons pas la guerre à Napoléon III, nous ne faisons pas la guerre à la France, nous faisons la guerre à Napoléon III, et ça ne sera pas vrai, puisque nous savons aujourd'hui que dès le départ, et dans la volonté de Bismarck, il voulait voler 2 provinces à la France, à savoir l'Alsace et la Lorraine. Mais ce qui s'est passé en 1870 n'est pas du tout ce qui s'est passé en 1814.
Et en 1814, lorsque les Alliés font cette proposition, elle est sincère. Comment puis-je l'affirmer? Mais avec la preuve la plus irrésistible, avec le traité qu'ils imposeront à la France une fois qu'ils se seront débarrassés de Napoléon. C'est le traité de Paris. Et savez-vous que ce traité de Paris donnera à la France, en plus des territoires qu'elle avait avant 1689, Mulhouse, Montbéliard, Avignon et toute la partie de la Savoie qui contient Annecy et Chambéry. Par conséquent, c'était vrai. Par conséquent, les Alliés proposaient à la France de 1814 un territoire supérieur à ce qui était le sien au moment de la Révolution. Le bon sens, enfin, l'honnêteté, l'honneur, aurait voulu que Napoléon, qui faisait semblant de servir la France, laquelle n'était que sa proie, s'arrêtât à ce moment-là. Il y avait encore des chances, de très bonnes chances pour la France. Pas question. Pas question que lui lâche son trône, d'une part, et pas question, d'autre part, qu'il lâche une partie de ses annexions nourrissantes. Alors il va refaire le matamor, il va annoncer à Molien « Je ne suis pas en peine de défaire cette coalition comme j'ai défait toutes les autres ». Il va recommencer des levées terribles, puisque le 7 octobre, c'est la classe 15 qui va être appelée maintenant, 160 000 hommes, plus 120 000 hommes des classes de 1808 à 1814. Le 15 novembre, ça ne suffit pas. Alors, 150 000 récupérés sur les classes de 1803 à 1808. Le 20 novembre, encore 40 000 hommes de plus empruntés aux classes 1808-1812. Il y aura un autre moyen, le grand moyen révolutionnaire, quoi, la levée en masse. Pas question. Parce que la levée en masse, ça serait une possibilité d'action donnée aux petites gens, et les petites gens, il faut surtout les tenir. On les mobilise comme ce sont des ploucs, comme les types de la campagne, parce qu'on les tient bien. Mais si on faisait appel aux ouvriers, qu'est-ce qui arriverait? Pasquier, qui est le préfet de police, a remis une note là-dessus à Napoléon, et il lui a dit « Paris va être dégarni du peu de troupes qui ont constitué la garnison ordinaire. Les circonstances sont critiques. Il est impossible de se passer d'une force capable de maintenir la tranquillité au milieu d'une population qui pourrait devenir difficile à contenir. Par conséquent, on va bien mobiliser des gardes nationaux, c'est-à-dire des gens de bien, vous savez, des gens riches, des possédants, mais ils seront mobilisés que pour tenir en respect la canaille dont on a toujours horriblement peur. » Seulement, voilà ce qui va se passer. C'est que les notables, c'est-à-dire la clientèle de Napoléon, vont le lâcher. Les notables sont furieux pour des tas de raisons. En voici quelques-unes importantes. Premièrement, l'affaire des remplacements militaires. Je viens de vous le dire il y a un instant, c'était inacceptable pour la classe bourgeoise que ses fils se fassent tuer. On s'entendait avec l'empereur, le remplacement était autorisé officiellement depuis une loi du 18 mai 1802, et voilà que malgré sa loi, il faisait fi du remplacement. Mais ça pourrait encore passer. Ce qui passe plus du tout, ce sont les centimes additionnels. Parce que cette fois, il a besoin de beaucoup d'argent, et qui ne veut pas puiser, ou très modestement, dans sa réserve personnelle. L'argent qu'il a mis de côté, l'argent qu'il a volé à l'étranger, c'est son argent. La défense de la France ne l'intéresse que secondairement, ce qui l'intéresse, c'est son argent. Alors, comme il veut beaucoup d'argent, et qu'il n'avait pas jusqu'à présent envie de faire payer les riches, il va les faire payer tout de même. Ça ne passera plus. D'autre part, il s'était emparé des biens communaux. Comme il ne veut pas trop faire payer les riches, il va prendre l'argent des pauvres. Les biens communaux, c'est les biens des petites communes. Vous savez, il y avait des terrains, il y avait des immeubles. Et bien, il décide de prendre, de voler, enfin de happer pour l'État ou pour lui-même les biens communaux, et il va lancer sur le marché, en bourse, 130 millions de bons gagés sur les biens communaux. Qu'est-ce que c'est que ces 130 millions de bons qui sont gagés? C'est du papier-monnaie. Et la Banque de France est furieuse, parce que la Banque de France, elle avait promesse qu'il n'y aurait pas d'autre papier-monnaie qui concurrencerait le sien. En plus, les fournitures des fournisseurs, justement, des fournisseurs militaires, qui sont les gens qui se sont perpétuellement enrichis chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire payer partiellement en rente d'État. Non plus en numéraire, mais en rente d'État. C'est-à-dire que comme paiement, il va donner de la rente, c'est-à-dire pratiquement de l'emprunt forcé. Et l'emprunt forcé, vous vous rappelez peut-être qu'en 1799, si on l'avait appelé au pouvoir en Brumaire, c'est précisément parce que le directoire a voulu faire un emprunt forcé. Ça ne marche plus. Le jeu n'est plus là. C'est la rupture avec ceux avec lesquels il avait passé un pacte en Brumaire. Maintenant, au lieu d'être le bienfaiteur de l'argent, il devient le malfaiteur. Si bien que Napoléon va se trouver en présence d'une rébellion des notables lorsque le corps législatif va se réunir le 29 décembre 1813. Et il va entendre le président du corps législatif, qui est l'aîné, faire une déclaration condamnant publiquement une activité ambitieuse et fatale. Activité ambitieuse et fatale. Ces gens qui ont été les rampants devant lui se redressent maintenant parce qu'on touche à leur argent et parce qu'il y a un danger social. Il osera dire, Napoléon, il osera dire « les Français ont été indignes de moi ». Je ne pense pas qu'on puisse appliquer ce mot aux petits soldats qu'il a mobilisés, qu'on appellera les Marie-Louise, vous savez,
qui vont faire tout ce qu'ils pourront, de véritables prodiges dans ces successions de combats où il va les diriger, la campagne de France, quoi, où ça s'appelle Brienne, ça s'appelle La Rothière, ça s'appelle Champaubert, Montmirail, Montreux. Ces gamins, il en a 70 000 à peu près sous sa main, ces gamins vont être d'un allant extraordinaire. Seulement les villes se rendent. Quand il veut essayer de se rendre dans tel ou tel endroit pour y trouver un point d'appui, il s'aperçoit que les municipalités se rendent, comme autrefois, en 1792, je vous l'avais raconté, les villes se rendaient devant l'arrivée des ennemis, parce que les ennemis, c'était ceux qui feraient tenir tranquille la population. Et il y a un maquis paysan qui commence à s'organiser. Alors les villes prennent peur, en se disant, mais qu'est-ce qui va se produire? Une chance lui est encore offerte. C'est que les coalisés, au printemps 1814, à Châtillon, lui font une proposition absolument inattendue. Ils reviennent sur leur déclaration de Francfort, disant c'est Napoléon qu'on veut abattre, et disent, eh bien d'accord, on accepte même que ce soit Napoléon qui reste encore sur le trône de France, à condition qu'il accepte les conditions, c'est-à-dire du retrait de tout ce qu'il a avalé. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ne s'entendent pas. Parce qu'il y a Bernadotte qui voudrait devenir maintenant maître de la France, et il est poussé par le tsar. Et puis parce qu'il y a le duc d'Orléans qui y pense, et puis parce qu'il y a Louis XVIII. Et comme on ne s'entend pas sur la personne de celui qu'il faut mettre sur le trône de France, les alliés, à un moment, offrent à Napoléon cette chance. Un signe dit « restez ». Il y a quelqu'un, enfin il y en a deux au moins, qui sont furieux. Regardez la correspondance de Benjamin Constant et de Madame de Staël, qui ne sont pourtant pas directement dans le coup, puisqu'ils sont français ni l'un ni l'autre. Ils écument à l'idée que peut-être Bonaparte va rester. Pourquoi? Parce que Benjamin Constant n'a plus aucune chance d'entrer au pouvoir, du moins il se le figure, tant que Bonaparte sera là. Ben, il va refuser Napoléon. Il va refuser toujours pour la même raison, parce qu'il veut une grande partie des annexions nourrissantes dont je vous ai parlé, qu'il veut garder à Sainte-Hélène. Il dira à Bertrand, j'ai fait une gaffe là, j'aurais dû accepter, puisqu'on me permettait de rester sur le trône. Je les roulais. Ils me laissaient là 1 an, 2 ans, et au bout de 2 ans, je me précipitais sur eux. Alors vous savez ce qui va se passer. Ces armées vont être refoulées, le voilà maintenant qui est à Fontainebleau. Il avait donné le gouvernement général de Paris à son frère Joseph. Joseph a essayé de faire de Marie-Louise sa maîtresse. Et il va l'emmener à Blois, elle refusera du reste, bien gentiment, bien poliment. Il avait juré aussi aux Parisiens, je me battrai jusqu'à la mort, et il s'en va. Les Alliés entrent dans Paris le 30 mars 1814, nous avons là-dessus un détail sinistre, par un témoin qui s'appelle André Delrieux, dans son livre « Souvenir d'un vieux diplomate ». Lorsque les Alliés sont entrés, les Cosaques qui entraient les premiers, quand ils ont traversé les faubourgs, Faubourg Saint-Antoine par exemple, c'était un silence de mort. Et dès qu'ils se sont approchés des beaux quartiers, dès qu'ils se sont approchés de la Madeleine, c'était des ovations. On a vu la duchesse de Dino sauter en croupe, étreignant un officier de cosaque. C'était l'applaudissement des gens de bien, parce qu'ils avaient peur de la multitude, parce qu'ils avaient peur de la canaille, parce qu'ils faisaient ce que Vandal, ce que M. Albert Vandal, l'homme bien pensant, avait annoncé qu'ils eussent fait dès 1899, disait-il, peut-être attendait-il, peut-être espérait-il la venue des Alliés. Ils sont là. Bonaparte, lui, est à Fontainebleau. Il n'a qu'une pensée, se précipiter, s'il le peut, sur Paris. Pourquoi? Parce que dans les caves des Tuileries, il y a son or. Alors il voudrait essayer de récupérer cet or, ces 300, 400, 500 millions qui sont là, pour sauver avec. Révolte d'une part de son Sénat, qui prononce sa déchéance, et mutinerie le 4 avril de ses maréchaux, qui lui dit c'est insensé, nous ne marchons pas. Et l'un des maréchaux, Marmont, met même le corps de troupes qu'il avait à sa disposition, il le met à la disposition des Alliés. Bon, c'est fini. Alors il va discuter, Napoléon, pour voir qu'est-ce qu'il peut obtenir. Il demande la Toscane, simplement, roi de Toscane. Alors on sourit et on lui dit non, tout ce qu'on peut vous donner, c'est l'île d'Elbe. Ça lui paraît d'abord insuffisant, mais après tout, c'est tout de même de l'Italie, ça, on y parle sa langue. Ça, c'est content, surtout qu'il a été fixé qu'on lui donnerait 2 millions par an. Eh ben, c'était pas si mal, enfin, ça fait 2 millions de dollars d'aujourd'hui. Bon, il se résigne. Cependant, dans la nuit du 13 au 14 avril 1814, à la Malmaison, il va, paraît-il, s'empoisonner. En fait, il a avalé, en effet, un petit sachet noir, enfin le contenu d'un petit sachet noir contenant une poudre que son médecin, le docteur Ivan, lui avait donnée depuis quelques années. Mais à peine a-t-il avalé son petit sachet qu'il appelle son valet de chambre Constant pour se faire vomir, et il aura là-dessus 2 explications. Il dira « Dieu ne l'a pas voulu ». Puis à un autre moment, il dira, toujours à Bertrand, il lui dit des choses contradictoires, il dit « C'eût été lâche de ma part de me faire mourir ». Par conséquent, il appelle Constant pour qu'on le fasse vomir et que tout passe bien, et le lendemain matin, d'après tous les témoignages, il n'y paraissait plus. Ce faux empoisonnement n'avait pas été bien grave. Puis, le 20 avril, scène des adieux. Scène mélodramatique des adieux, image d'Épinal. Ça n'a pas été si facile que ça. La garde voulait même elle-même l'abandonner. Alors, on avait tout de même trouvé quelques fanatiques qui étaient là pour de bon. Puis, on avait racolé les figurants. Puis, il fait un discours, vous savez, le fameux discours devant le drapeau. Il dit à ses soldats, parlant de la patrie, « Le mime charge trop du reste. Ne l'abandonnez pas, notre chère patrie. Aimez-la bien.
aimez là toujours cette chère patrie. Oui, oui, il en remet, il prend même le drapeau, secoue les épaules pour faire croire qu'il sanglote dans le drapeau, et puis monte dans les berlines qui vont lui faire traverser la France pour l'embarquement à l'île d'Elbe. Et là, il se passe des choses curieuses. D'abord, il est très content. Il trouve que ça en est bien tiré, qu'après tout, c'est pas si mal. Les commissaires étrangers, il y a un Russe, il y a un Autrichien, il y a un Prussien qui sont avec lui dans les berlines, l'entendent chantonner, et il leur dit, prouvant son obsession de l'argent, il leur dit mes pensées. Quand je suis arrivé en France en 1779, j'avais un écu de 6 francs. C'est tout ce que j'avais en poche. Et maintenant, je pars avec un certain nombre de millions. Oui, il est arrivé à réunir 7 millions. 4 7, 28, ça fait 28 millions d'aujourd'hui. Si vous voulez, en monnaie d'aujourd'hui, il a 7 millions de dollars. Ben, il part avec ça, c'est pas si mal. Alors il est, mon Dieu, très content. En traversant Lyon, il voit Augereau. Augereau s'était rendu aux Alliés. Il avait hissé le drapeau blanc. Alors Bonaparte descend de sa berline, cause avec Augereau, fraternellement, il le prend par les épaules, enfin chacun sa combine. Augereau est passé du côté du blanc, lui est resté du côté du tricolore. Il l'embrasse, bref, affectueusement, comme il a embrassé le drapeau, et il lui laisse entendre que c'est pas fini, enfin, que son rôle n'est pas terminé. Il n'a pas l'intention d'abandonner personnellement cette chère patrie. Puis les voitures roulent. On arrive à Orgon, Orgon, Provence, là, pas bien loin de la ville. Et là, la population est soulevée. On a annoncé que Bonaparte allait passer. Les gens sont fous furieux. Quand il entre dans Orgon, il aperçoit un mannequin qu'on a pendu et qui est lui-même. Et puis, comme on changeait de chevaux, il n'y a pas moyen d'empêcher les gens de se précipiter sur sa voiture. On ouvre la porte de sa voiture, un paysan dont on connaît le nom, qui s'appelle Durel, l'a reconnu, le prend là au collet et lui dit « Crie vive le roi !» Et Napoléon crie « Vive le roi !» Il est tellement secoué que quand on arrive plus tard, un peu plus tard, 2 heures plus tard, au relais d'Orgon, au relais de la Calade, il a décidé une première transformation. Il voudrait d'abord se mettre en postillon. Il va prendre la grande houppelande du postillon, il va prendre ce chapeau avec la cocarde blanche, et il va essayer de courir sur le cheval devant sa propre voiture, afin qu'on ne se doute pas que c'est lui qui conduit. Mais il avait attrapé un petit accident vénérien, il avait une hémorragie, et c'était extrêmement désagréable pour lui d'être sur son cheval. Alors il a une autre idée. Dans le relais où on prend le repas, il y a une hôtesse qui ne le reconnaît pas, qui ne sait pas que c'est Bonaparte. Peut-être c'était-il, je ne le sais pas, enfin transformer le visage. Et l'hôtesse lui dit, alors il paraît qu'il va traverser la mer, j'espère bien qu'il se noiera. Et Napoléon répond à cette femme, moi aussi j'espère. Et dès que l'hôtesse a tourné le pied, il a une crise de larmes. Et les 3 commissaires nous raconteront cette scène inouïe qui s'est produite, où il est là, pleurant, et leur disant, mais sauvez-moi, sauvez-moi. Alors que va-t-il faire? Il va prendre de force la casquette du Prussien, il va prendre le dolman de l'Autrichien, il va prendre la tunique du Russe. Et c'est dans cet accoutrement qu'il va entrer dans la berline de Kohler, qui était le commissaire autrichien, afin qu'on ne le reconnaisse pas. C'est l'aide de camp de Chouvalov, le commissaire russe, l'aide de camp s'appelait Oloviev, qui sera chargé d'être Napoléon, si bien que s'il y a une attaque de la foule, c'est Oloviev qui prendra, et lui est avec Kohler, l'Autrichien, et il lui dit « Chantez, fumez, sifflez, enfin ne donnez pas l'impression aux gens que c'est moi ». Quand il arrive le soir, au relais de Bouilloudou, où sa sœur Pauline l'attendait, et quand elle le voit sortir de sa berline dans cet accoutrement invraisemblable, elle lui dit « Tu n'as pas honte ?» Oh non, il n'a pas tellement honte. Il s'en est tiré, maintenant il va monter sur son bateau, il est assez content, l'île d'Elbe, ça lui plaît, on va voir ce qui va arriver. Il laisse la France complètement saignée, il y a un trou de 600 millions dans le budget, mais parmi les grandes institutions de Napoléon, il y en a une qui se porte vraiment très bien, c'est la Banque de France. Chiffre avoué. Alors, par conséquent, si c'est un chiffre avoué de bénéfice, vous pouvez être tranquille que le chiffre réel est un peu plus gros. Chiffre avoué des bénéfices de la Banque de France en 1808, 600 millions. En 1813, au moment où la France est dans cet état, 7,5 millions. Et pour les 3 seuls premiers mois de l'année 1814, bénéfice avoué 5 milliards 600 millions. La santé de cet enfant-là, c'est le cas de le dire, n'avait jamais été meilleure.